voudrais que nos partenaires d'égal, Evelyne, excusez-moi madame, et je pense que nos partenaires des associations égales et Ligue du droit international des femmes souhaitent intervenir maintenant, si, voilà. Oui, c'est sous forme de question parce qu'on n'a rien à dire de plus, au contraire on a envie de vous écouter encore. Et j'aimerais bien savoir le nom de votre association et pouvoir me rapprocher éventuellement. Je suis Martine Serre de l'association Égale. Je pense que j'ai tout dit dans mon intervention, en fait, quand j'ai évoqué la mémoire de Samuel Paty, c'est-à-dire qu'en face de nous, nous avons une idéologie. Eux savent pourquoi ils se battent et apparemment, on a du mal, nous, à savoir à la fois qui sont nos ennemis et surtout quel est notre idéal. Bonjour, merci, parce que moi je suis une enseignante qui a été agressée, donc je me sens moins seule quand je lis vos livres. J'ai enseigné à Nîmes, dans le quartier Val-de-Gour-Bisevin, là, qui a fait l'actualité récemment, et puis ensuite je suis venue à Paris. J'étais agressée au lycée Louis Armand. À Nîmes, j'enseignais sous mon nom de femme mariée, et la vie a fait qu'à Paris, j'ai enseigné sous mon nom de jeune fille qui est Veille. Et j'ai été agressée, j'ai pas été agressée du jour au lendemain, j'ai eu plein de menaces et d'insultes. Est-ce que vous êtes juif, sale pute et tout, j'ai fait plein de rapports d'incidents. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi mon proviseur, il a jamais réagi pendant toutes ces semaines. Ensuite, après l'agression, j'ai porté plainte, évidemment. Ma plainte, elle n'a pas été transmise au procureur, m'a-t-on dit, donc mon avocat m'a fait réécrire la plainte. Ça a été classé sans suite. J'ai quand même eu 15 jours d'ITT, j'étais agressée à bout portant en classe pendant l'intercours. Et ensuite, j'ai pris un avocat qui est maître de Montréal. Et ça a été un non-lieu pour auteur non identifié. Dans ma plainte, j'avais cité le commanditaire, parce que celui qui est entré dans ma classe, il était cagoulé, donc ils ont décidé d'un non-lieu pour auteur inconnu. J'ai ensuite fait une action dirigée par mon avocat en faute inexcusable de l'employeur, donc le rectorat, parce que j'avais fait plein de rapports, tous, et mes collègues aussi en faisaient, il n'y avait pas que moi qui étais menacée, enfin, moi j'étais menacée différemment d'eux. Et la justice a décidé que la faute inexcusable, j'ai été déboutée et que le rectorat avait commis aucune faute en répondant à aucun de mes rapports d'incident parce qu'il ne pouvait pas présager le passage à l'acte. Et moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi ? Aucun de mes collègues, ils étaient tous aussi terrorisés que moi, n'a voulu témoigner, sauf une qui était partie à l'étranger. J'ai contacté 3 syndicats, je ne suis pas syndiquée, et aucun n'a souhaité me soutenir. Alors, il me semble que votre situation est celle de beaucoup d'enseignants. Le problème, c'est que la réponse, elle doit être d'abord politique et pas seulement juridique. C'est-à-dire que le juridique doit s'adapter au politique. Il devrait normalement s'adapter aux politiques. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en France dans un état de paix. Autrement dit, nos lois ne permettent plus, ne sont pas suffisantes pour faire face aux menaces. Nous ne sommes pas tout à fait dans un état de guerre. Il n'y a pas la guerre, bien entendu, mais il y a peut-être plus que la guerre, il y a des actes. Oui, ce sont des actes, moi je ne les qualifie pas seulement de terroristes, il me semble que ce sont des actes qui ont un caractère déshumanisant et les victimes sont choisies. Les victimes sont choisies pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des catholiques, des juifs, des Français,
ou des représentants de la République, ou des musulmans apostats, absolument. Donc, la réponse, finalement, le micro n'est pas... Voilà, merci. Merci. La réponse, à mon avis, elle est politique. Il faut donner de la visibilité, et c'est la raison pour laquelle j'ai fondé cette association. Il faut donner de la visibilité parce que à toutes ces attaques, parce que à chaque fois, elles sont réglées en catimini dans les rectorats. Elles ne sont pas montrées au public, alors qu'elles existent déjà depuis de nombreuses années. Voilà. Et elles se multiplient, là, depuis 3 ans, depuis l'assassinat de Paty, elles sont légion. Donc, défense des serviteurs de la République a pour but de porter dans le débat public tous ces cas d'enseignants, mais pas seulement d'enseignants, de personnel de santé, de policiers, etc., etc. Non, je voulais vous remercier pour votre témoignage et qui m'inspire 2 réflexions. Alors moi, je ne suis pas dans le domaine de l'enseignement, mais évidemment, j'ai porté ce témoignage de professeur. Et quand je discutais avec lui par rapport voyez, à l'interdiction de l'abaya, il m'a raconté quelque chose qui m'a frappé cette année. C'est-à-dire que l'année dernière, finalement, son administration, alors ils sont pas, évidemment, il y a des différences, hein, c'est entre proviseurs adjoints, d'autres personnels, etc. Donc je globalise un petit peu pour ne pas personnaliser, justement, mais on laissait un peu passer. Et là, avec la circulaire de début septembre, il a vu les mêmes personnes qui, l'année dernière, faisaient du pas de vague, laissaient passer, laissaient filer, être très ferme par rapport aux directives gouvernementales et faire appliquer aussi fermement qu'ils avaient laissé passer l'année dernière. Donc ça, c'était une première réflexion que m'inspire votre témoignage. Et la deuxième, c'est évidemment l'antisémitisme, qui est mis sous le boisseau et qui est une des constantes de l'islamisme et qui a été montrée, que ce soit par des études en Belgique ou en France, avec une dernière étude de la Fondapol, et qui est reliée, là aussi très clairement, c'est quelque chose qu'on ne dira pas, mais à la pratique religieuse. Et plus la pratique religieuse augmente et est rigoriste, et plus l'antisémitisme augmente. Et donc c'est toujours ce que je dis, pour moi c'est un canari dans la mine, c'est-à-dire que c'est ce qui doit nous avertir en premier lieu que de la montée de l'obscurantisme et de l'islamisme, cet antisémitisme lui est consubstantiel, et c'est vraiment ce qui doit tous nous avertir que le problème est grave. Je m'arrêterai là. Alors, je vous lis Kardawi. Kardawi, donc le penseur frériste. 3 menaces majeures entravent, selon Kardawi, la progression naturelle de l'Oumma hors de ses frontières. L'Oumma, c'est la communauté de la nation musulmane. Le sionisme, la laïcité et la mondialisation. Toutes les forces de l'Oumma, musulmans sunnites, chiites, nationalistes arabes et islamistes, riches et pauvres, propriétaires, dirigeants et sujets, doivent se réunir pour faire front commun face à ceux qu'il appelle les sionistes, les croisés, les idolâtres et les communistes. Toute sa doctrine est pensée à partir de la représentation d'un environnement hostile et puissant. Elle privilégie donc un mode opératoire qui peut être résumé en un mot, la ruse. Et d'ailleurs, je préconise qu'on n'utilise plus le mot taqiya, dont on ne comprend rien, mais plutôt la ruse, parce que c'est une tradition, c'est quelque chose qu'on connaît, notamment avec Machiavel. On a les outils pour penser ça. Une confrontation directe serait fatale à l'unité même du mouvement qui est son obsession. Il emploie donc la force de ses ennemis contre eux-mêmes, utilise certains de ses adversaires contre d'autres et ne refuse pas une alliance provisoire avec ses ennemis, LFI par exemple, si les chances de victoire à long terme sont plus grandes que les pertes. Donc en fait, vous avez, et c'est là-dessus que je voudrais vraiment insister, vous avez dans ces ouvrages, dans ces témoignages, dans ces plans dont vous allez retrouver des déclinaisons dans les librairies islamiques, adaptées à chaque public, ils sont très attentifs, on ne s'adresse pas pareil à l'élite, aux politiques qu'aux banlieues. Vous allez retrouver tous ces discours, ils sont là. Donc je crois que, et moi c'est ça qui m'étonne toujours, mais je comprends, ça m'a mis des années aussi à comprendre et à analyser, mais
tout ça, tout ce que vous dites, vous ne l'avez pas rêvé, vous n'êtes pas islamophobe, vous n'êtes pas raciste, vous avez simplement ouvert les yeux sur une réalité. Et moi, je vous encourage vraiment à aller à la source, à discuter avec ces élèves qui se comportent comme ça et à essayer et comprendre que ce qu'ils disent, ils l'ont appris. Et il faut chercher. C'est à chacun des citoyens, en fait, de faire ses recherches. Parce que c'est... alors là, on parle de faits violents, mais les faits violents, c'est juste, comme le disait Karine, ce sont juste les signaux forts, mais dessous, il y a, ça grenouille. Hein. C'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus fort. Donc maintenant, je crois qu'il faut, il faut arrêter de pleurer sur nous-mêmes, de déposer des fleurs, etc. Il faut réagir et donc imposer et nos valeurs et nos vues sur l'histoire et essayer de comprendre quels sont les leurs. Si vous avez des élèves, essayez de parler avec eux. Pour connaître davantage. Merci. Je ne sais pas, curieusement, nous avions 4 micros, il n'y en a plus que 2. Mais bon. Allô ? Oui, on t'entend. Bon, si je pouvais aussi poser une question. En fait, on a un calendrier particulier puisque, en fait, ça faisait 1 an pour la petite Lola. On est en train de commémorer Samuel Paty. Maintenant, on est obligé de commémorer Dominique Bernard. En même temps, on est obligé de penser à ce qui vient de se passer là-bas, en Israël. Et donc, tous ces faits qui ont effectivement la même source idéologique avec des variantes plus ou moins, on peut changer les noms, on peut changer, mais l'idéologie de base reste la même. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez raison, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Pourtant, on devrait être en guerre, on devrait être un peu en guerre, au moins un peu en guerre. Et de cette djihadisme d'atmosphère que vous nous avez décrit, qui est un peu lourd, hein, je dois dire, un peu lourd. On se demande comment ouvrir la fenêtre pour aérer, pour changer d'air. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Mais il y a quand même quelque chose qui existait. Et quelque chose qui existait, ça s'appelait le courage, ça s'appelait Arnaud Beltrame, ça s'appelle des gens qui se battent. Vous parlez de cette association, Florence Bergeau, Blaclair, et là, vous êtes là, Huguette est vaillante comme tout, et je pense qu'en fait, il faudrait aussi créer une association pour les serviteurs du courage, et voilà. Juste un mot, je crois qu'il faut arrêter avec les termes arabes de salafisation, de taqiya, je ne sais pas ce que vous avez dit, de djihadisme d'atmosphère. Je veux dire, ça ne va pas, ça. En fait, ça rend les esprits complètement confus. On a l'impression qu'il y a une espèce de vague impossible à comprendre de gens qui viennent de l'étranger, alors qu'il faut vraiment bien comprendre que le frérisme, c'est un mix effectivement de l'islam, mais aussi des idéologies totalitaires qu'on connaît aussi. On a les outils pour penser ça. Merci. Alors, qui passe le micro? Edith ou non? Evelyne. Evelyne continue. Vite, vite, vite. Il y a aussi un monsieur tout au fond. Il y a 3 mains qui se lèvent. Merci. Bonsoir. C'est exposé tellement limpide et tellement puissant. Je crois me souvenir qu'au début des années 2000, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné comme contraire à la démocratie l'islam et la charia. Et je ne comprends pas que cet arrêt, qui s'appelle arrêt Reka, je suis étonné que vous êtes surprise, je veux dire, de ça. Donc, il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
début des années 2000, sur plusieurs pages, qui condamne l'islam avec la charia comme antidémocratique, avec 10 ou 20 pages. Moi, je ne connais pas. Oui, il me semble que... Est-ce que c'est pas à ce moment-là que la Turquie demandait à rentrer en Europe et du fait il y a eu ça me rappelle quelque chose. Quand la Turquie voulait rentrer dans l'Europe, un des arguments pour la refuser était qu'elle faisait référence à la charia et qu'il y avait effectivement cette décision, ou je ne sais pas, cette résolution, qui indiquait que c'était contraire aux valeurs démocratiques. Donc effectivement, il faudrait regarder d'un peu plus près quelle était cette résolution. Je ne sais pas exactement ce que c'était. C'est une décision de justice. Effectivement, c'est important. Vous êtes au courant, non? Pas du tout. Alors, rappelle quelque chose. bon, on va creuser, effectivement. On va Google, d'accord. Voilà. Monsieur. Non, c'est pas une plus le cas aujourd'hui. Oui. Je voudrais rebondir sur 2 points. Monsieur le maire qui expliquait, qui mentionnait que le discours de Mélenchon était en effet pas... que la stratégie de Mélenchon n'était pas électoraliste et qu'elle était en effet c'est de la guerre civile. Et je pense qu'il n'y a personne qui s'exprime en politique aussi clairement que Mélenchon. On ne peut pas lui faire le reproche de ne pas savoir manier la langue. Ce type a un discours qui est absolument limpide depuis 10 ans. Même un peu au-delà, mais depuis 10 ans, il y a un tournant qui est absolument clair, qui passe par l'antisémitisme, qui passe par l'antirépublicanisme, qui passe par le complotisme, qui passe par l'islamisme, qui passe par la stratégie. Et il dit clairement, on n'a plus le temps d'attendre la prochaine élection. Je veux dire, moi, vous me donnerez un temps de minutes que j'approcherai ici, mais je ne connais qu'un exemple dans l'histoire de quelqu'un qui parle aussi clairement, qui dit exactement tout ce qui va se passer, et donc, que personne ne veut écouter. C'est incroyable. Donc, en particulier de gens qui prétendent penser avoir des valeurs qui sont contraires. Donc c'est assez extraordinaire. Et si vous me permettez, je fais le lien avec un point que je pense, qui est la clarté. Alors, la clarté, je crois qu'un des problèmes dans notre conception de l'attaque islamiste, qui est une attaque mondiale, oui, c'est, au fond de nous, ne le répétez pas, mais au fond de nous, nous avons une petite couche de racistes. Une petite couche qui nous fait empêcher de concevoir que parce que ceux qu'ont subi les Afghans, ceux qu'ont subi les Algériens, ceux que subissent maintenant les Nigériens, etc., c'est la même chose que ce qui nous arrive nous. Nous avons quelque part dans notre petit imaginaire, pas parce que colonial, parce que non, ça je vais laisser aux autres, mais dans un imaginaire comme ça qui est d'Européens finalement détachés de sa réalité, parce que l'islam n'est pas historiquement très implanté en Europe, nous avons comme ça une difficulté à imaginer que c'est la même chose qu'ont subi ces peuples-là. Exactement la même chose. Et il y a une dimension un petit peu condescendante, à des racistes forme, un peu condescendante de penser que finalement c'est un problème d'arabe, un problème de musulmans. C'est exactement la même chose qui va nous arriver. Et le futur est écrit dans le passé récent de ces régions. Voilà. Oui, tout à fait d'accord. Merci. Ah, beaucoup de mains, beaucoup d'hommes et peu de femmes. Juste 2 petits points. Le premier, je crois, c'est la confusion absolument géniale qui a été faite par les frères musulmans, c'est d'utiliser le terme islamophobie. Qui revient à condamner toute attaque contre l'islamisme politique qui n'a rien à voir avec l'islam. Et donc, c'est une manière d'assimiler tout le monde. Donc ça, c'est génial. Oui. Et c'est quasiment imparable. Je crois qu'il faut commencer par là. Puis on peut être contre l'islam politique, et il y a peut-être des bonnes raisons après tout ce qui a été dit, sans être pour autant raciste et anti-musulman. Et ça, je crois que c'est très grave. La deuxième chose, c'est que je voulais confirmer ce que disait monsieur le maire. J'étais hier dans le train avec une professeure de droit, qui m'expliquait exactement ça. C'est-à-dire qu'elle est en classe, elle essaie de tenir un discours plus ou moins, parce qu'en plus elle enseigne le droit, un peu sur la laïcité, elle ne va pas jusque-là, enfin, elle va quand même essayer d'avancer un peu sur le terrain de la laïcité. Et la plus grande antinomie qu'elle a, c'est les professeurs. Elle ne peut plus aller sur les professeurs.
Elle ne peut plus aller en salle de professeur, alors que la plupart des élèves sont prêts à discuter avec elle. Merci. Cette intervention particulière une remarque que j'avais envie de vous faire sur le vocabulaire. En fait, vous dites que le combat, c'est un combat policier, c'est un combat politique, c'est un combat juridique. Vous avez raison, mais c'est d'abord un combat idéologique, c'est d'abord une pensée. Puisqu'on a devant nous une pensée, il n'y a que la pensée, la science, la pensée en général, qui va être capable de lutter contre le phénomène de violence. Alors, je trouve ça assez intéressant et caractéristique dans vos discours, et dans ce que je viens d'entendre, une distinction entre l'islam politique et l'islam. Je regrette, toutes les religions sont toutes politiques, toutes les pensées sont toutes politiques, parce que toutes les pensées parlent de la vie, notre vie dans la société, notre vie, notre rapport avec les autres, et la politique c'est ça, c'est notre rapport à autrui. Donc toutes les religions parlent de politique. Dire l'islam politique, c'est une manière de préserver l'islam comme si l'islam était intouchable. Et je voudrais faire une référence, deux références. La première, c'est que c'est une longue lutte contre le christianisme qui a eu lieu quand même. Je pense notamment aux ouvrages de Jules Isaac, l'enseignement du mépris, parce qu'on est là, l'école, c'est l'enseignement du mépris aussi. Dans les écoles musulmanes, dans les groupes musulmans, c'est l'enseignement du mépris, c'est ce que vous avez très bien décrit. Donc d'abord, ce qui a été capable pour le christianisme, ce qui a été possible pour le christianisme, c'est-à-dire de faire toute une analyse de la montée de l'antisémitisme, de toutes les dérives en fait, du christianisme, ça a commencé déjà depuis 50 ans, avant Vatican II. Ça s'est encore terminé tout à fait récemment par un ouvrage de Pascal Aubry, quand même, que d'un académicien qui a fait un ouvrage extraordinaire sur la pensée du christianisme. Ça, c'est impossible sur l'islam. Et l'islam, en tant que tel, mérite une analyse critique. Et nous, qui avons des enfants, tout le monde, tous les parents qui ont des enfants, savent bien dire aux enfants, de faire la distinction entre la pensée et la personne. On dit tous à nos enfants, tu dis une bêtise, et c'est pas la même chose que de dire tu es bête. Donc ne pas arriver déjà à faire la différence entre les personnes et les idées, c'est un problème grave, c'est un problème intellectuel. Donc la raison de fond, c'est qu'il faut qu'on puisse s'attaquer à l'islam en tant que tel. Et je voulais faire une deuxième référence. J'ai eu une discussion avec une professeure, une dame de l'INALCO, qui avait fait un article à propos de l'Iran. Ces femmes admirables qui se révoltent aujourd'hui, femmes de liberté, il faut sans cesse le dire. Donc une femme qui avait fait tout un article très long dans une revue scientifique en disant « Mais l'islam ne dit pas qu'il faut porter le voile. » Très bien. Et alors, quand bien même l'islam dirait qu'il faut porter le voile, est-ce que c'est parce que c'est dans le Coran qu'il faut la mettre? Donc la question est de dire il faut pouvoir critiquer l'islam, il faut pouvoir... Moi, je ne fais pas la différence entre islam et islamisme, parce que toutes les religions sont politiques, c'est leur vocation. Donc il faut pouvoir tout critiquer. Et la difficulté qu'on a employé le mot d'islam, et qu'on emploie toujours l'islam politique, ou l'islamisme, ou le frérisme, ou les courants de l'islam, c'est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas critiquer l'islam en tant que tel? Je vous renvoie aux très beaux ouvrages de Madame Elena Wardi, qui a fait toute une série sur la naissance de l'islam, les califes maudits. C'est des livres absolument remarquables. Faisons de la philologie, faisons de l'analyse des textes, faisons de l'analyse véritablement des sources de la pensée, et là, ça fera progresser les choses. Le combat, il est d'abord sur la pensée. Et si on ne fournit pas des armes de pensée, on n'arrivera à rien. La police, ça ne suffit pas. La répression, ça ne suffit pas. C'est l'analyse de la pensée. Et la Wardi fait la différence entre l'islam et l'islamisme, je peux vous le dire. Ah ben, je la connais, je peux vous dire qu'elle a fait cette différence. Oui, il est parfaitement possible et il doit être absolument légitime et de pouvoir critiquer l'islam en tant que religion. Effectivement, on ne peut pas appeler à la haine des musulmans, mais on peut très bien haïr une religion, pourquoi pas. Maintenant, je pense qu'il faut faire cette différence entre islam et islamisme parce qu'il est facile de faire la différence entre des musulmans et des islamistes, tout simplement. Vous ne pouvez pas dénier la possibilité de se revendiquer musulman dans une référence à l'islam, à quelqu'un qui pratique son culte à sa manière, tranquillement, comme on dit. Il fait partie aussi de la grande famille des islams.
Donc je pense que c'est même très dangereux d'assimiler l'un et l'autre. C'est le jeu c'est exactement le discours du salafisme, c'est de dire qu'il n'y a pas d'islam en dehors de nous. Eh bien, si, il y a plusieurs islams, parce qu'il y a plusieurs façons d'être musulman. Merci. Alors, je crois pouvoir dire au nom de notre association que nous partageons cette position, effectivement. Vous parliez de Mélenchon, monsieur. Je pense qu'il faut voir la chose en fait au plan mondial. Je dois dire que en 2003, une ONG très importante qui s'appelle International Crisis Group a sorti un rapport sur l'islamisme qui expliquait qu'il faut différencier. Il y a l'islamisme politique, l'islamisme missionnaire et l'islamisme djihadiste. Nous devons nous allier aux deux premiers pour isoler le troisième. Et ça, c'est un rapport tout à fait on peut trouver les références. Ça a imprégné le mouvement des ONG d'une façon extrêmement importante. Ah, le monsieur demandait la parole depuis tout... Non, mais Karine... Non, juste un petit mot, parce que je pense que vous avez tout à fait raison sur le combat qu'on doit mener sur la... ça ne va pas marcher, sur la pensée, sur les idées. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Dans ce sens, moi, par exemple, j'ai écrit tout un chapitre sur le terme islamophobie, et je pense qu'il faut pouvoir... en effet, utiliser ce terme. Qu'est-ce que la phobie de l'islam? On peut tout à fait l'avoir, comme on peut être judéophobe et comme on peut être cathophobe. Donc les termes ont leur importance, je vais y arriver, ça va plus du tout marcher, mais cependant, l'islam politique, je pense qu'il est important de faire la différence avec l'islam tout court dans les notions, de la même manière qu'il est important de pouvoir critiquer l'islam, je vais parler plus fort. Un autre micro. En principe, il y a 3 autres micros qui se promènent. De la même manière qu'il est possible qu'il doit être possible de critiquer l'islam, il faut faire quand même cette différence entre l'islam en tant que religion et l'islam politique, qui est une volonté d'englober tous les aspects de la vie du croyant. Oui, mais il n'est pas prosélyte. Juste un petit point d'ordre, je vais demander aux personnes qui souhaitent prendre la parole, aux hommes et aux femmes, comme ça j'en ai pas eu énormément, mais peu importe, mais bon, je suis sûre qu'il y a des dames qui veulent parler, de lever la main de façon très très nette. Par exemple, je vois un monsieur au 2e rang qui attend depuis belle lurette. Voilà, alors levez bien la main. S'il vous plaît, faites des interventions assez courtes, voilà, on est le temps de répondre. Alors, monsieur Yamache. Bonjour à tous. Déjà, je voulais vous dire merci pour l'hommage à Samuel Paty, à Dominique Bernard et aux victimes israéliennes du Hamas, et pour vos engagements et vos discours. Déjà, je voulais dire plusieurs choses. J'ai entendu qu'il fallait être islamophobe, etc. Moi, j'aime pas ce terme. Moi, je me définis plus comme islamo-sceptique, par exemple, parce que par le fait c'est des problèmes qu'on ne se posait pas il y a des décennies, tous les problèmes qu'on évoque aujourd'hui. Il y a eu une immigration massive de populations venant de pays arabo-musulmans qui sont venus avec leurs habitudes, voilà, on ne peut pas leur reprocher ça. Ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui à cause de ça. Et justement, ça ne faut pas l'oublier. Il y a autre chose, j'ai entendu parler tout à l'heure qu'on parlait de la dimension de l'Oumma, l'importance de l'Oumma. C'est vrai que c'est très important.
Et ça permet de comprendre beaucoup de choses sur comment les diasporas manifestent pour le Hamas partout en Europe, partout, parce qu'elles restent attachées à l'Oumma. Je pense... J'ai presque fini, mais... ensuite, j'en ai marre d'entendre que toutes les religions, etc., on les met sur le même plan. Il y a quand même une religion qui est encore en 1500. Il y a d'autres religions qui sont devenues sécularisées, qui ont accepté la laïcité, qui ne posent aucun problème. Donc il faut arrêter de dire que toutes les religions posent problème. Et je dis des choses après. C'est votre question, monsieur, votre question. Il y a d'autres personnes qui veulent parler, donc d'autres questions. Je voulais juste aussi dire que, en fait, quand on différencie l'islam et l'islamisme, aucun musulman se définit comme islamiste. C'est nous qui avons inventé ce terme pour différencier les musulmans qui nous plaisent de ceux qui ne nous plaisent pas. Et en fait, moi je pense que la seule chose pertinente, ce serait de dire qu'il peut y avoir des musulmans qui ont une pratique modérée de l'islam, mais il n'y a pas d'islam modéré. C'est des gens qui ont une pratique modérée. Voilà. Et je finis juste rapidement, c'est promis si je finis sur ça. Je pense que c'est bien beau de parler des frères musulmans et c'est très important, mais il y a aussi des collabos en France qui ont cette intelligence avec l'ennemi, c'est de la haute trahison, et dans un pays normal, il faudrait les foutre au trou, quoi, en fait. Non. Il y a beaucoup de personnes qui veulent parler, dont monsieur au deuxième rang. Merci. Tout d'abord, merci pour tous ces exposés qui sont très complémentaires. Disons, c'est très intéressant. Alors, j'aurais demandé un éclairage ou une question sur les frères musulmans. Parce que on fait tout le monde une très bonne analyse, on a beaucoup réfléchi. Après réflexion, on peut aussi passer à l'action. Et je vais prendre un parallèle avec Civitas. Civitas a été dissoute pour 3 raisons principales, je crois. D'abord, c'était la guerre contre la République. Ensuite, c'était du complotisme. Ensuite, c'était de l'antisémitisme, de l'islamophobie. Alors, la question que je pose, pourquoi ne parle-t-on pas suffisamment de la dissolution des frères musulmans qui, à mon avis, aujourd'hui, se justifieraient. D'autre part, il est intéressant qu'il y ait eu le Brexit, parce qu'aujourd'hui, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. Et cette décision, peut-être la France pourrait la porter en premier, mais je pense que ça pourrait être aussi une décision au niveau de l'Union européenne. Alors, comment pousser à la dissolution des frères musulmans? Merci. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a effectivement des pays qui ont inscrit donc les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes, comme les Émirats arabes unis, par exemple. Alors c'est une confrérie mondiale, mondialisée aussi, qui s'organise, qui est très fluide, qui, comme je le disais, a produit 2-3 générations de gens qui l'a influencé, qui a produit aussi énormément d'institutions, de matières culturelles, et qui est parfaitement secrète. Donc vous voyez bien la difficulté qui est la nôtre de vouloir interdire une organisation secrète qui, même parfaitement identifiée, continue à nier son appartenance. Comment, je pense qu'il y en a beaucoup chez qui cette idée démange véritablement, ça serait tellement simple. Le problème, c'est qu'on ne sait pas le faire. On ne voit pas comment le faire. Vous allez arrêter, par exemple, quand on a mis dehors Iqiyoussen, parce qu'il tenait des propos, etc. Bon, Hassan Iqiyoussen est un frère musulman, ça, beaucoup peuvent en attester, de témoins,
mais formellement, on ne peut pas le démontrer, on ne peut pas le dire. Donc il faudrait se battre contre, il faudrait interdire une idéologie. C'est juste impossible, on ne sait pas faire, tout simplement. Donc pour se lutter contre une idéologie, il faut la connaître, il faut la comprendre et il faut la réduire. C'est la seule façon de faire. Merci. Merci. Je voulais rappeler que Latifa Ben Mansour, il y a 20 ans, a écrit cet ouvrage qui s'appelle « Frères musulmans, frères féroces », dans lequel elle analysait en linguiste qu'elle est, et en psychanalyste, les prêches des dirigeants du GIA, des dirigeants du FIS. Et vraiment, on peut dire que nous avons 20 ans de retard. Parce que Latifa Ben Mansour, et je vous recommande la lecture de ce livre, elle disait vraiment tout à ce moment-là. Alors, elle parlait de l'Algérie, et oui, parce qu'entre l'Égypte et des frères musulmans et l'Europe, il y a eu l'Algérie, et c'est 300 000 morts. Alors, aujourd'hui, on a quand même un secrétaire général de l'ONU, celui qui devrait exprimer la voix de la conscience universelle, d'après les rêves de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Constitution, de la construction de l'ONU, qui renvoie dos à dos la France laïque qui interdit l'abaya et l'Iran, les assassins d'Iran. Et à propos d'abaya, puisque Didier Lemaire a longtemps enseigné à Trappes, nous avons vu il n'y a pas très longtemps les images de ces manifestations « Touche pas à ma abaya », peut-être qu'on pourrait dire mon abaya, ne discutons pas de grammaire, qui disait, c'était vraiment des femmes voilées, archi-voilées, bâchées, tout ce que vous voulez. Et puis il y avait une jeune femme qui se disait enseignante, qui l'est probablement, qui représente Révolution permanente. Et elle dénonçait la politique raciste, islamophobe, sexiste du gouvernement qui interdisait l'abaya. Et c'est Révolution permanente. Sauf que la révolution, c'est en Iran qu'elle se mène. C'est en Iran qu'elle se mène avec des femmes à sa tête, précisément, qui luttent contre une police des mœurs qui est habillée exactement comme ces révolutionnaires de Trappes. Voilà, on en est là, on va devoir conclure bientôt parce que nous devons quitter la salle. Nous ne sommes pas là pour nous lamenter, nous sommes là, je pense, toutes et tous, pour nous armer idéologiquement, effectivement, pour pouvoir mieux résister et pour pouvoir continuer ce combat. Un dernier mot pour Fadila. Fadila. Merci. Merci pour les exposés. Moi, je voulais juste attirer l'attention sur ce qu'on peut appeler les traîtres de la nation. Je pense que c'est une notion qu'il faut absolument ramener, et je vais vous expliquer pourquoi en quelques secondes. D'abord parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Là, clairement, il va falloir réagir. Parce que l'ennemi, non seulement il est à l'intérieur, mais il est aussi à l'extérieur. Et que pour l'instant, pendant que vous êtes en train de vous battre ici à l'intérieur, à l'extérieur, notamment à Bruxelles, auprès du Parlement européen, et qui sont aussi liés évidemment à l'ONU et à toutes ces grandes organisations, les frères musulmans sont en train de faire un lobbying contre la France. Donc non seulement vous allez vous retrouver avec un ennemi intérieur, mais en plus avec l'extérieur. Donc il va falloir réagir tout de suite. Et donc ça veut dire que même des gens de la NUPES, etc., il faut les mettre hors de nuire absolument. Et puis il faut s'occuper de l'extérieur, des ennemis extérieurs, qui sont beaucoup plus puissants, puisque là, si une pression d'extérieur des pays extérieurs arrive contre la France, ça va être beaucoup plus compliqué à se battre contre eux. Donc voilà, résister. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on attend de vous, que ce soit la Belgique qui est perdue évidemment, mais il y a d'autres pays européens et mondiaux qui attendent vraiment une force de la France parce que vous êtes le pays des Lumières. Et pour moi, j'estime que les Lumières ne sont pas encore éteintes totalement. La preuve, vous êtes là. Alors que dans d'autres pays, on a complètement abandonné cette cause de la liberté de conscience. Merci beaucoup.
Alors, je vois une dame qui veut parler. On va lui donner la parole. On pourrait aussi arrêter de subventionner toutes les associations qui soutiennent les frères musulmans et tout ça. Nous les subventionnons. Et déjà, il faudrait couper ça. Et ce serait déjà pas mal. Ça, c'est une action qu'on peut faire rapidement. Martine, une petite seconde, Martine, et ensuite oui. Je voudrais simplement vous informer qu'il y a des actions qui sont faites au niveau européen, notamment au niveau du Parlement européen et de la Commission européenne, pour essayer de faire baisser ces subventions, mais de les faire supprimer, et surtout de faire prendre conscience au Parlement européen que lorsqu'il invite des responsables religieux à parler de la construction européenne, ce sont des réunions auxquelles nous sommes présents, bien les représenter, et nous les alertons sur le fait que souvent ils invitent des frères musulmans. Et depuis quelques mois, je constate qu'au Parlement européen, on n'invite plus les frères musulmans. C'est pas vrai. Si dans les réunions de dialogue, article 17, il n'y a pas eu de frères musulmans dans les dernières réunions. Et ça, j'en atteste parce que j'étais là. Donc, vous ne savez pas qui c'est, donc. Mais ça n'empêche pas que des parlementaires peuvent continuer à avoir des actions aussi. Mais si déjà la direction du Parlement a compris quelque chose, je crois qu'on a quand même avancé. Avec la Commission européenne, c'est une autre paire de manches, ça dépend aussi des commissaires. J'ai eu l'assurance par une direction qu'il n'y aurait pas de subvention, qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a pas. Je travaille sur la... Je travaille sur ça. C'est un travail de bénédictin. Merci. Je travaille sur ce sujet. Nous allons devoir conclure. Je pense que chacun de nos trois invités va dire quelques mots rapides. Et voilà, et je dirais quelques mots pour notre association. Je travaille sur un rapport sur les financements des organisations fréristes dans l'Union européenne, donc la Commission, le Parlement et aussi au niveau du Conseil de l'Europe, et ces subventions continuent très largement. Bien, voilà. Je n'ai pas cette expertise. Donc je me contenterai de vous remercier d'avoir été là ce soir. Encore une fois, c'est une grande solitude qu'on ressent, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, quand on s'engage dans ce genre de combat d'idées. Et ça fait du bien de vous voir et de vous entendre. Merci. Également, je m'associe à ces remerciements. Je vous remercie de votre écoute et je dois vous dire que je suis très inquiet pour l'avenir de notre pays. Je ne sais pas s'il n'est pas déjà trop tard. En tout cas, s'il est trop tard, cela ne nous empêche pas d'agir et de faire notre devoir le plus vigoureusement possible. Mais le temps vraiment presse maintenant pour construire une force politique capable de changer la situation de notre pays et de reconstituer la nation. Oui, le temps presse, mais moi je dirais comme Fadila, les lumières ne sont pas encore complètement éteintes, il n'est pas encore minuit dans le siècle nouveau. Alors oui, on est conscient, on ne s'illusionne pas, mais on n'est pas complètement défaitiste. Et je me permets, du haut de nos 20 ans, d'appeler à rejoindre notre association, le Mouvement pour la paix contre le terrorisme, de le soutenir. Je parle aux personnes, à vous toutes et tous, parce que nous menons des actions sur... là, nous allons soutenir l'action pour la libération des otages du Hamas, dans la ligne droite de ce que nous avons engagé pour la libération des lycéennes otages de Boko Haram. Bien sûr, on n'a pas gagné, il y en a encore beaucoup dont on n'a plus de nouvelles, et c'était quand même en 2014. Et puis, il y a la question des crimes contre l'humanité.
Il faut s'interroger sur les possibilités de traîner les dirigeants du Hamas devant la Cour pénale internationale, et si la communauté internationale, comme c'est vraisemblable, ne le fait pas, alors personne, je dis bien personne, n'a le droit de s'opposer à ce que le Hamas soit sanctionné autrement. Mais c'est la faillite de la communauté internationale si les dirigeants du Hamas ne comparaissent pas devant la Cour pénale internationale. Et puis, un message à toutes les associations présentes. Nous avions constitué dès 2009 le collectif contre le terrorisme, parce que par-delà les différences, les sensibilités, les engagements, il y a effectivement cette nécessité de s'unir, de se fédérer, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure quand on était au soir, quand on défend les droits humains, quand on défend les droits des femmes, quand on défend la laïcité, quand on veut simplement défendre l'art, la musique, le sport, le droit de faire du sport, alors oui, on trouve le terrorisme sur sa route. Donc, ce collectif contre le terrorisme, il doit réellement prendre de la substance et se faire connaître. On n'en réclame pas le leadership, on est une petite association, mais on veut passionnément que cette unité elle existe, parce que sans ça, ça va effectivement être très difficile. De toute façon, nous savons que c'est très difficile, mais il faut dire qu'on ne nous arrêtera pas et qu'on ne nous divisera pas. Bonsoir, mesdames et messieurs.